Claudius Sanford, un des responsables de l'UWP, a déclaré que son parti se pose encore beaucoup de questions quant à la préparation d'élections libres et régulières à la Dominique. Nous avons des questions à poser à la Commission concernant le processus et la préparation d'élections. La Commission a eu suffisamment de temps pour préparer ce processus électoral, a-t-il précisé, tout en ajoutant que le gouvernement d'Antigua avait inscrit la totalité de sa population en 3 mois et réalisé pourtant 93% de taux de participation. Une réunion d'urgence est prévue entre l'UWP et la Commission électorale afin d'aborder les principaux sujets, y compris le nettoyage de la liste électorale. Après des mois d'inactivité en raison de dommages causés par les conditions météo, la station d'épuration de Méro est désormais pleinement opérationnelle. Selon Adler Hamlet, cet établissement ne ressemble à aucun autre puisqu'il utilise un système à 2 chambres de filtration qui traitent les eaux usées avant d'entrer en mer. Le projet de rénovation est le fruit d'une collaboration du Rotary de la Dominique, tandis que la peinture pour repeindre l'ensemble a été offerte par un fabricant local, Harry Spence. Selon sa secrétaire locale, en cette journée de l'OECS, il est important de réfléchir sur les dispositions du nouveau traité révisé de Basse-Terre et de son protocole qui, rappelons-le, a pour effet la suppression des obstacles aux déplacements intra-régionaux et permet la circulation des travailleurs. La célébration de la journée de l'OECS est une reconnaissance du courage et du sens de la solidarité que les États membres ont mis en évidence les uns envers les autres et qui ont ouvert la voie à des réalisations exceptionnelles. La représentante de l'OECS rappelle que cet organisme s'est construit sur de nombreux principes et l'un des plus importants est l'intégration. L'avenir de l'OECS est très positif, souligne-t-elle, dans la mesure où les tâches de l'Union économique seront très importantes et comprendront le mouvement transfrontalier des biens, des services, du travail et du capital sans entrave, ce qui permettra une optimisation des ressources et le renforcement du potentiel économique des États membres. La conférence des donateurs de l'énergie espère attirer des investisseurs du secteur privé pour faire avancer les objectifs du gouvernement en matière d'énergie propre, durable et abordable. La conférence espère également profiter de l'élan créé par le ministère de l'Énergie, faire de lance d'un certain nombre d'initiatives, y compris politiques et réglementaires pour les énergies renouvelables. Selon le ministre de l'Énergie, James Fletcher, la conférence a pour objectif de faire meilleur usage de l'aide reçue des bailleurs de fonds, d'identifier des soutiens financiers et techniques, et de renforcer les capacités d'énergie renouvelable à Sainte-Lucie. Le gouvernement a, rappelons-le, fixé un objectif ambitieux, générer 35% de ses besoins annuels en énergie verte en 2020. Selon le ministre, ce forum a la capacité de changer l'avenir économique du pays en créant une opportunité de baisse du prix de l'électricité et en créant un tampon contre la volatilité des cours mondiaux du pétrole. Les responsables du service maritime et de navigation d'Haïti, Semana, veulent mettre de l'ordre dans le secteur de la mer dans le pays. Ils annoncent le lancement prochain d'une étude sur la valeur économique de la mer pour Haïti. Le directeur général de Semana, Éric Prévost Jr., prévoit également une refonte du code maritime régissant ce secteur. Pour le cadre légal, on a fait connaître que le code maritime, qui depuis plus de 32 ans que Semana existait, c'est un code qui a passé de main en main. Nouvelle journée de manifestation de l'opposition jeudi dernier à Port-au-Prince pour réclamer le départ du pouvoir en place. Les responsables de la force patriotique pour le respect de la Constitution et leurs sympathisants voulaient atteindre Pétionville, une initiative qui a échoué. Dans toute bataille, ce n'est pas Zam qui est important. Autre jour, je suis sorti avec Zamouan en cours, je un paquet qui était plein. Mais je dis, comme Chavan Jean-Baptiste dit, tout citoyen honnête, conséquent. Prends manchette tout, filet manchette tout, préparez parce que nous ne pouvons pas quitter la motte, mener nous dans la salle, mener nous. Moi-même, je fais signe, moi, je de Chavan, je prends nos mots, je ne t'en pas. Les dépenses publiques de santé ne doivent pas être réduites à cause de l'introduction d'un système de comptes nationaux de la santé. C'est ce qu'a expliqué le professeur Carl Theodore, un des principaux initiateurs de cette réforme, qui souhaite assurer une répartition équitable des fonds. Il s'agit vraiment d'aider à faire en sorte de réorienter les dépenses dans des domaines privilégiés et prédéfinis. Ce qui va probablement arriver, c'est que cela peut aider le gouvernement à transvaser les dépenses d'une région à l'autre. C'est ce qui arrive dans la plupart des pays et qui sera le plus susceptible de se produire ici. Carl Theodore a ajouté que les défis économiques de la Barbade ne doivent pas dissuader le gouvernement à mettre en œuvre ce système. C'est important, surtout dans un contexte où les ressources sont rares. Fair Antigua
Après sa victoire face au Premier ministre sortant Baldwin Spencer aux élections de la semaine dernière, Gaston Brown a prononcé son discours d'investiture à la nation en sa qualité de Premier ministre d'Antigua et Barbuda. Une déclaration passionnée et émouvante dans laquelle le nouveau Premier ministre a fait état de l'engagement indéfectible de son cabinet à transformer Antigua et Barbuda en puissance économique de la Caraïbe. Gaston Brown a conclu par ces mots. Encore une fois, nous ne sommes pas seulement une simple force, mais aussi la force économique de la région. Nous sommes déterminés à transformer ce pays qui est le nôtre en puissance économique de la Caraïbe, et c'est mon engagement envers vous ce soir. Selon le ministre de l'Agriculture, le travail se poursuit pour développer le secteur agricole à travers les mesures d'accompagnement de la banane grâce au projet BAM, un projet européen axé sur la modernisation du secteur agricole sur une période de 5 ans. L'objectif global du projet est de réduire les niveaux de pauvreté à Saint-Vincent et les Grenadines par une augmentation de la production, des investissements, des exportations et de l'emploi dans le secteur agricole. Le ministre a rappelé que les mesures d'accompagnement représentent un soutien financier d'environ 10 millions d'euros pour une période de 5 ans, avec entre autres la mise en place d'une stratégie marketing pour assurer une agriculture durable. Le gouvernement mettra en place une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7,5% dès le 1er janvier 2015, a annoncé le Premier ministre. Cependant, Perry Christie a précisé qu'un taux réduit serait également mis en place pour quelques exceptions, une modification substantielle du modèle que le gouvernement avait envisagé. Néanmoins, le gouvernement n'annonce pas une réduction à grande échelle des droits de douane pour l'instant, a-t-il précisé lors de la présentation du budget à l'Assemblée. Mais sur la base de la performance du chiffre d'affaires de la TVA en début d'année prochaine, le gouvernement pourrait être en mesure d'envisager des réductions au moment du budget 2015-2016. Le gouverneur John DeJong Jr. a envoyé une proposition de budget pour 2015 d'environ 50 millions de dollars de moins que le budget adopté par le Sénat l'année dernière. La proposition du budget total de l'exercice 2015 est de 1,1 milliard de dollars. Notre communauté continue à faire face aux défis économiques et financiers, dit-il, résultant de l'impact de la grande récession et de la fermeture de la raffinerie de pétrole, à la fois notre plus grand employeur et contribuable. Nous poursuivons le processus d'adaptation à ces nouvelles conditions, a-t-il déclaré. Le budget 2015 prévoit des coupures d'environ 4% pour tous les ministères et organismes officiels par rapport à l'exercice 2014. Le gouvernement considère toutes les options pour le projet de nouvelle installation d'un ponton de croisière dans la capitale. Une déclaration qui intervient après que l'homme d'affaires Reginald de la Peña a insisté sur le choix d'un dock flottant au lieu d'une jetée fixe sur des piliers. Une déclaration du ministère du Tourisme précise qu'aucun projet n'a encore été approuvé et que le coût doit encore être déterminé. Selon Reginald de la Peña, un ponton fixe détruirait le milieu marin. Le tourisme de croisière, dit-il, est une entrée pour découvrir le pays. Je rencontre beaucoup de monde tous les jours qui me disent que leur premier voyage, c'était sur un bateau de croisière. Mais bien sûr, ils n'ont qu'un simple aperçu de ce que les Caïmans peuvent leur offrir dans les 4 heures qu'ils passent dans l'île. De son côté, le gouvernement rappelle que 27 bateaux de croisière pourront apponter avec les nouvelles installations d'amarrage de croisière. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Roger Clark, affirme que le secteur de la banane est sur la voie de la reprise avec la première expédition cette semaine au Royaume-Uni depuis la tempête de 2012. Bien que la production et les exportations ne soient pas encore au niveau des années précédentes, le secteur est de nouveau de retour sur le marché de l'export. S'exprimant lors des journées portes ouvertes à Santa Cruz organisées par l'autorité de l'agriculture et du développement rural, le ministre a déclaré « Nous sommes très heureux de cette évolution, d'autant que les consommateurs du Royaume-Uni nous disent que les bananes de la Jamaïque sont la crème de la crème en termes de goût et de qualité, dit-il. Il a ajouté que le ministère de l'Agriculture et de la Pêche continuera à soutenir les efforts des producteurs de bananes pour s'assurer que le secteur revienne à la pleine production et récupérer ainsi sa position sur le marché d'exportation. Le ministre Clark a également déclaré que le secteur de l'agriculture a fait preuve d'une croissance phénoménale depuis l'ouragan Sandy. Nous avons renoué avec la croissance au dernier trimestre. Le secteur a augmenté de 18%. Cependant, plus important encore, le secteur agricole national a augmenté de 20%. Les petits agriculteurs de ce pays montrent la voie et je tiens à les féliciter. Cette semaine, ajoute-t-il, une équipe de mon ministère s'est rendue à Londres et nous avons déjà identifié des marchés pour les patates douces. Cette année, nous avons produit le plus de quantité de gingembre en 25 ans et nous avons obtenu d'autres marchés. Le ministre a indiqué que la production de sucre est également à la hausse cette année avec 150 000 tonnes et il a souligné que le gouvernement travaille aussi pour relancer le secteur de l'aquaculture.
poursuivre et condamner les trafiquants, y compris les fonctionnaires du gouvernement complices de trafic d'êtres humains. C'est l'une des principales recommandations pour Trinidad dans le rapport 2014 sur la traite des êtres humains qui a été publié par le département d'État des États-Unis. Selon le rapport, Trinidad a considérablement amélioré sa lutte contre la traite et a fait des efforts dans l'application de la loi sur la période considérée. L'unité antitrafic du gouvernement a enquêté sur 22 cas de traite et inculpé 12 accusés, dont 3 responsables gouvernementaux actuels ou anciens. Le rapport indique également que tous les cas impliquent des victimes étrangères ainsi que 3 soupçonnés de trafic de travail forcé, dont 2 pour la servitude domestique. Pour les autres cas, il s'agit de trafic sexuel. Selon le rapport, l'unité a coopéré avec les autorités de la République dominicaine sur les cas de présumés trafiquants de recrutement de femmes dominicaines pour la prostitution forcée à Trinidad et d'ajouter « Certains agents de la police et de l'immigration ont facilité la traite des êtres humains dans le pays avec des représentants du gouvernement. » Quelques images de Port of Spain qui a fêté son 100e anniversaire cette semaine dans une ambiance de carnaval. Masqueraders young and old shared the streets with traditional carnival characters like Moko Jumbies and Perro Grande. Le président Mujica pourrait être l'artisan de la levée de l'embargo économique sur Cuba. Les médias uruguayens affirment en effet qu'il aurait souligné auprès des leaders de l'île lors d'une visite en 2013 la possibilité de servir de pont dans le rapprochement entre Cuba et les États-Unis. De plus, quand Mujica s'est rendu à Washington en mois de mai, il en a discuté avec Obama et celui-ci lui aurait répondu « Il me reste 2 ans, c'est le moment ». Lors du sommet du G77 avec la Chine et la Bolivie, le président de l'Uruguay a rappelé à Raúl Castro sa volonté de se mettre à sa disposition pour négocier. Le texte final qui sera approuvé par le G77 et la Chine va condamner les actions unilatérales qu'entreprend constamment le gouvernement des États-Unis contre Cuba. C'est l'information donnée par la mission permanente de Cuba devant l'ONU. De quelle mesure est-il question? Carmen Mendez nous le raconte. Les listes que le gouvernement des États-Unis publie chaque année pour associer divers pays du monde au narcotrafic, au terrorisme, au commerce de personnes seront condamnées dans le document final de ce sommet extraordinaire pour les 50 ans du G77 plus la Chine. C'est ce qu'a confirmé la mission permanente de Cuba aux Nations Unies. De plus, il est également prévu que ce document final condamne l'utilisation par les États-Unis des réseaux sociaux, de communication ou d'information pour affaiblir la démocratie dans des pays qui ne sont pas en bon terme avec eux, comme par exemple le programme Zunzuneo, qui est un programme destiné à la téléphonie mobile depuis l'année 2012 et qui a mis les États-Unis au devant de la scène à Cuba. Le manque d'eau trouble le quotidien des personnes qui résident dans les quartiers où le précieux liquide arrive une fois par semaine dans le meilleur des cas. Ça fait 2 jours que nous n'avons pas d'eau. Dans ce secteur, depuis la semaine dernière, précisément depuis lundi dernier, nous n'avons plus une arrivée d'eau régulière. Elle vient juste pour quelques heures. Les habitants de ces quartiers sont obligés d'acheter des bouteilles d'eau ou des citernes, ce qui bien évidemment réduit le budget des familles. Parfois, on en achète chaque semaine, mais la semaine dernière, nous n'avions pas assez d'argent. Cela fait 1 semaine que nous n'avions pas d'eau. Cela faisait à peu près 2 semaines que nous n'avions pas d'eau ici. Mercredi, on m'en a donné un peu et aujourd'hui, ça a été un cauchemar pour en avoir. Elle arrive à petit filet. Les habitants concernés utilisent des pompes pour recueillir l'eau, une situation qui s'aggrave à cause du manque d'énergie électrique. Il y a de l'eau quand nous utilisons la pompe, mais imagine quand il n'y a pas d'électricité. Le manque de pluie a réduit la capacité des réserves qui fournissent la capitale et le centre météo affirme que les précipitations prévues ne seront pas suffisantes pour alimenter les débits des rivières. Le président Danilo Medina s'est réuni pendant plus d'1 heure avec le vice-président des États-Unis, Joe Biden, pour discuter de sujets liés à la sécurité de la Caraïbe et de l'Amérique centrale, la lutte contre le narcotrafic, l'énergie et le commerce. Le vice-président des États-Unis a offert son soutien au gouvernement en matière d'éducation et pour le système national d'urgence mis en marche depuis quelque temps dans le pays. Biden a encouragé la solution rapide qu'a cherché le gouvernement dominicain pour les personnes concernées par l'article 178.13 qui a fait polémique. L'arrivée du vice-président des États-Unis au Palais national était prévue à midi, mais il a eu près d'1 heure de retard.
Et c'est la vice-présidente Margarita Cedeno qui l'a accueilli.